Alors, première question qui est un peu formelle, c'est de vous présenter chacun en disant vos dates et lieux de naissance, qu'on sache d'où vous venez. Diable. Pardon? Janou, à toi? Je t'en prie. Non. Tu es né avant moi. C'est vrai, je suis né avant toi. Mais je suis né à Charleroi, 1934, ciel, novembre 34. J'ai scolarisé un peu banal jusqu'à ce que je fasse des études de photographie en Suisse, qui ont été une assez belle expérience. J'étais un peu jeune, mais ça va, ça a été. Et puis un peu de photographie sérieuse, c'est-à-dire la photo de portrait, la photo de carte d'identité, toutes sortes de choses, y compris un peu de commercial, que je n'aimais pas trop parfois, mais bon, mais les photos de mariage, même ça, mariage, communion et tout, au tout début, je n'ai pas fait longtemps. Et puis je suis passé dans l'enseignement aussi, un petit crochet par la publicité, mais je n'aimais pas non plus. Et puis l'enseignement m'a porté à m'intéresser plus fort encore à la photographie que je ne le faisais jusque-là. Donc, pourquoi, comment la photographie, d'où vient-elle? Je suis devenu historien de la photographie, quoi. Et donc l'idée d'un musée de la photographie était dans l'air dès ce moment-là. Alors moi, je suis née à Charleroi aussi, dans la même clinique que lui. C'est la même religieuse qui a accouché nos mères. Elle s'en souvenait très bien parce qu'elle connaissait personnellement la famille de Georges. Elle se souvenait bien de mon accouchement, enfin de l'accouchement de ma mère, parce que c'était celle qui criait le plus fort durant l'accouchement. Donc je suis arrivée dans une grande souffrance, je pense, pour ma mère. Voilà. Et donc, je suis née dans une famille ouvrière, de culture catholique, mais mon père a été un militant communiste, donc ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, n'empêchant pas l'autre. Donc, et j'ai été travailler à 14 ans, comme on allait travailler dans ma famille, les filles et les garçons allaient travailler à 14 ans. J'y suis allée très fière d'apporter mon petit salaire, c'était pas grand-chose, mais enfin voilà. J'ai été militaire, forcément, comme tout le monde, à cette époque-là. Il fallait faire son service. J'étais à la base de Florène et j'avais réussi à obtenir une permission de vie permanente pour me rendre à des cours de flamand et d'anglais commercial et à l'Académie des Beaux-Arts, le soir. Je revenais avec le bus des militaires mariés depuis Florène et j'allais à l'Académie. Et j'étais une bonne bande de copains là-bas, on s'occupait. On était vraiment très actifs sur le plan créatif. On a fait toutes sortes de choses. Et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui est arrivé là, celle-ci qui est arrivée aussi, que son père avait autorisé à venir à l'académie aussi. Il n'y a pas de photo à ce moment-là à l'académie. Moi, je faisais du dessin et de la peinture. Et Jeanne venait pour dessiner. Voilà. Et elle l'a fait. J'avais trouvé le prétexte que pour être une bonne coiffeuse, j'étais coiffeuse, je devais connaître bien les visages. Et donc, une de mes voisines allait à l'académie, comme elle avait bonne réputation, sa mère aussi. Mes parents n'ont pas mis le veto. J'ai pu aller à l'académie, c'était l'école du soir, mais à condition que ce soit le dimanche et le lundi, jour de congé des coiffeurs. J'ai rencontré Georges là. J'oubliais régulièrement mes fusains. Georges les avait, il me les prêtait. C'était comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que j'étais distraite. Et puis parce que nous avions tous les deux un sens de l'humour assez développé. Comme toute la bande l'avait, elle s'était intégrée dans la bande, mais vraiment très très vite. Et on était tous copains finalement. Tu sais, on n'arrêtait pas de se taquiner, mais en même temps on dessinait, on travaillait, vraiment. Moi, je n'ai jamais bien dessiné. Qui étaient les professeurs de dessin, peinture? On avait Cuvelier, qui était pas mal, mais bon, un professeur de dessin, qui menait les gens parfois à devenir de très très bons dessinateurs. Il y en a un qui dessinait, qui est sorti de là, c'est un de mes copains de là, qui est devenu professeur là-bas, il dessinait comme Rubens, quoi. Tu vois, c'est incroyable. Mais je m'entendais mieux avec Gibbon, Marcel Gibbon, oui, qui était vraiment un homme tout à fait différent.
Et j'ai fait la peinture et du monotype avec Gibbon et de la peinture avec Jean Ranzy. Avec Jean Ranzy, qui était un surréalisant, mais une forme de surréalisme que je n'aime pas beaucoup, mais enfin bon, mais qui était un technicien hors pair, incroyable. Et c'était l'époque d'Alphonse Darville. Tout à fait. Alphonse de Darville, l'Académie. absolument, qui était notre directeur, c'est sûr. Oui, oui, oui. Avec qui Jean a fini par bien s'entendre d'ailleurs. Oui, oui. Mhm. Moi, il me considérait un peu comme toute la bande d'ailleurs, comme les jeunes qui font leur maladie d'enfance, tu vois, de jeunesse. Alors, dans la communication de l'expo, on parle de couple dans l'art comme dans la vie. Qu'est-ce que ça peut signifier pour vous? Mais nous étions tous les deux assez prétentieux, je dois dire. En tout cas, moi, je me considère comme étant une fille très prétentieuse. Je considérais que la culture était importante et que l'art rendrait un peu plus malin les gens qui étaient complètement imbéciles, quoi. Les gens, c'était... Alors, le jazz, la peinture, le théâtre, le cinéma, pour moi, devaient faire en sorte que le monde soit plus beau, plus... Meilleur. Donc ça nous est resté. Ça nous est resté, mais jusqu'à être des militants. Dans mon salon de coiffure, il y avait des expositions de choses que le groupe d'amis créait, des cartes postales pour les fêtes de fin d'année, des poudriers, j'en ai encore d'ailleurs, en céramique. En céramique, absolument. Oui. Et des peintures aussi au mur. Enfin, bon. Et Georges, quand il a ouvert mon magasin, mon studio, c'était une ouverture avec une exposition de 10 artistes contemporains. En permanence. Dans la vitrine qui était au ras du sol de la maison, donc très, très basse par rapport à la rue, j'avais fait mettre des ardoises et on posait des photos, des céramiques. Donc dès le départ, la création, l'art a signifié quelque chose. Elle a toute sa place dans notre vie. Nous le voulons en tout cas, nous le souhaitons. Nous ne voulions pas vivre en dehors de ça, Non. ça c'est certain. Ouais. Comment tu as choisi la photo, à moins qu'elle t'ait choisi plutôt Je l'ai choisi en fréquentant un photographe amateur chez qui j'allais me perfectionner en mathématiques pour réussir mon examen de passage l'année suivante. Et comme il était photographe amateur, si j'avais bien travaillé, je pouvais aller avec lui dans le laboratoire. Et il y a eu ce miracle-là. Donc dès que j'ai pu me mettre à étudier la photographie, mon père a posé la question à un photographe de Namur, qu'il connaissait bien, qui lui a dit « Moi, mon fils est à Vevey, en Suisse. Je crois que c'est la meilleure idée. » Et on m'a envoyé en Suisse. Et là, j'étais assez jeune, trop jeune, mais j'ai fait mon trou. C'est surprenant quand même. Tout à fait. Carolo J'ai été le premier surpris, mais voilà, mais c'était une belle expérience. Et j'avais une professeure extraordinaire, Gertrude Fer, qui était d'origine allemande, réfugiée en Suisse, et qui, avec son mari, faisait, lui, de la peinture, elle, de la photographie. Dans un premier temps, ensemble, à Lausanne, et puis, à Vevey, elle est devenue professeure de photographie pour l'école des arts et métiers de Vevey, quoi, voilà. Et donc, je m'entendais bien avec elle, je faisais peur à tout le monde, pas à moi. Moi, j'avais pas peur, du tout. On s'est bien entendu, et elle m'a apporté beaucoup de choses que je n'ai pas tout de suite compris, d'ailleurs. C'est après avoir quitté l'école que je me dis « Ah, elle aurait fait comme ça, j'aurais pu faire comme ça, etc. » Tu vois. Mais je n'ai pas été un bon photographe créatif tout de suite. J'ai été photographe. Oui. Voilà. Photographe utile. Mais comme je m'intéressais à la peinture, j'ai voulu faire de la peinture. Bon. C'est-à-dire il ne pensait pas qu'il pouvait s'exprimer par la photographie, il s'exprimait par la peinture. Et puis, je pense que des gens comme Félix Roulin, par exemple, ou Gabriel Beljeune,
l'ont amené dans autre chose, dans une autre façon de voir la photographie. Et dès qu'il s'est servi de la photographie comme art, enfin, comme création. Comme création, et très vite, il a été reconnu, quoi. Il a eu, dès 62, il avait une exposition à Bruxelles, et assez curieusement, il a tout vendu. Il vendait pas cher, évidemment, mais il avait tout vendu. Donc c'était à partir de rien, il faisait de la photographie avec une bouche d'égout, quoi. C'était très gai parce que, bon, il regardait tout comme un photographe. Et je disais parfois, il a l'air d'un oiseau, comme ça. Il regarde toujours partout, et quand tout d'un coup son regard sur une lumière, sur une forme. Enfin, Et les personnes que j'admirais à ce moment-là, c'était notamment Serge Van der Kam et Jacques Meurice. Oui, Tu vois, donc ça, c'est deux personnes qui m'ont marqué au début. Mais je faisais déjà des choses. nous parlions la fois passée de ce lien par le métier entre les disciplines de la photographie, de la gravure, de la céramique, du textile. Oui, tout Il y à avait fait. cette alliance de ces pratiques Tout à fait. Oui. par le sens du métier qui Mais était... tout m'a toujours intéressé dans ce sens-là. Hein, et notamment la gravure. Alors là, ça a été par la suite hein, l'idée qui a mené à une triennale de photographie que j'ai faite avant le musée, hein, parce que j'avais été à la triennale de Bronzecourt, tu vois, et j'étais proche de ceux qui l'organisaient, et j'admirais tout ça, et j'admirais les créations des gens des pays de l'Est, par exemple. Hein, mais ce qu'il y avait surtout, c'est qu'on avait l'impression, comme les céramistes et comme les graveurs, que la photographie n'était pas considérée comme un art. Et donc, ça nous rapprochait c'était le cas de la des graveurs. aussi. Et c'est ainsi qu'on a créé des liens Oui, plus vrai, forts avec des gens. Hein, pour Gabriel Belson, il défendait la gravure à fond, et il a fait un boulot formidable, évidemment. Hein. On a rencontré des céramistes, plein de céramistes qui faisaient du bon boulot. Et Georges s'est dit, moi je vais faire pour la photographie ce qu'on a fait pour la gravure, il faut la faire connaître. Et tu ne dis pas assez que certains disaient, on ne devait pas faire nécessairement un musée de la photographie, mais il fallait la faire rentrer dans les musées, comme la gravure. Or, elle ne rentrait pas dans les musées, et Georges était un peu à cheval comme ça, il avait envie de ce musée, et il prenait contact avec des gens de musée qui disaient « fais ton musée hein, ». Oui, au moment où j'ai lancé l'idée de ce musée, hein, des gens m'ont dit « mais pourquoi un musée de la photographie? Il faut que la photographie soit partout, etc. » Elle l'est maintenant. Hein, mais à l'époque, elle n'était pas, elle n'existait pas, tout simplement. Hein, et j'en ai parlé avec la conservatrice du musée des Beaux-Arts, de Bruxelles, le grand musée des Beaux-Arts, et je lui ai dit, j'ai ce projet, mais on me dit que ce serait mieux que ce soit le musée des Beaux-Arts qui le fasse, ou d'autres musées, mais on a déjà tellement de problèmes comme ça pour acquérir ce qu'on veut en peinture et tout ça, on n'arrivera pas, on n'y arrivera pas, ou alors 2-3 photos comme ça, faites votre musée. Boum, c'était parti quoi. La photographie a quand même accompagné vos combats, votre militance. Est-ce qu'elle a donné sens aussi quelque part aux actions que vous menez? La militance de Jeanne n'a pas été vraiment accompagnée par la photographie. Non. Je crois. Je ne peux pas dire. Non. Non. C'est-à-dire que Jeanne est féministe, elle l'était. Elle est devenue plus forte tout à coup. Et alors sa militance a avancé. Et je l'ai accompagnée là-dedans, mais accompagnée en parlant, en la soutenant s'il fallait, tout ça, quoi, voilà. Parce que je regardais par exemple la revue Voyelle, il y a une qualité de photos, il y a... Je tenais aussi beaucoup à ce que le militantisme des maris mineurs soit accompagné de photographies aussi. Et Georges a fait quelques photos de manifestations de maris mineurs jusqu'à ce que Véronique prenne la relève. Donc la photographie pour moi, bon, il y a eu évidemment mon militantisme féministe à la Louvière, surtout.
Et puis après ça, avec des amis, on avait envie de faire quelque chose de plus, qu'on appellerait plus concret, de laisser quand même une trace sur le combat des femmes et de faire changer la presse féminine. Ce qu'on a réussi, je pense, parce que grâce à Voyelle, qui n'a pas duré longtemps, 3 ans, c'est peu, ça a marqué la presse féminine, en tout cas en Belgique. Et et là, la photographie prenait une grande place, c'est-à-dire qu'on allait revoir et on n'oubliait pas la classe ouvrière. Hein. Et les photographes qui travaillaient pour vous étaient de bons photographes, oui, de bonnes photographes, des femmes en général. Des femmes, ce n'était que des femmes en général. Et Véronique a pris une grande place là. Donc la photographie, pour moi, était, pour ainsi dire, indispensable pour garder des traces. Et ça c'est important quand même. Quand au musée, j'ai pu prolonger le travail qu'on avait fait avec l'organisation d'exposition et du livre Terry. J'ai pu le prolonger par les archives de Wallonie. Et c'était mon job au musée. Oui. Donc, encore une fois, nous étions tout à fait ensemble. Et quel a été l'élément déclencheur, si on peut revenir là-dessus, de ton engagement pour le droit des femmes? Ah, ça c'est une bonne question. Il y a eu la dimension, le militantisme au Parti communiste, et puis... Non, au Parti communiste, il y avait un mouvement des femmes, et un des dirigeants avait dit non, écoute, tu vas pas t'occuper de ça parce que tu as assez de boulot comme ça. Bon, moi, je m'occupais des jeunes, et du mouvement des jeunesses anti-impérialistes, et bon, ça fonctionnait assez bien, donc on voulait pas que je perde mon temps avec les femmes. Mais quand il y a eu les grèves de la FN, par exemple, j'ai été distribuer des tracts aux portes des usines, y compris à Bruxelles, à Charleroi, à Liège, etc. Quoi. J'ai travaillé avec eux, mais sans être une militante comme ça. Quand nous avons été éjectés du parti, parce qu'on était devenus infréquentables pour le parti, on n'était plus d'accord du tout, donc on s'est fait éjecter. Nous sommes allés vivre un moment à la campagne, donc du côté de Froidchapelle. Oui, à Froidchapelle. Et là, j'avais une voisine qui, un jour, le voisin est arrivé et m'a dit « Tu peux m'amener ma femme à l'hôpital ?» Elle était occupée à faire une fausse couche, pensais-je. En fait, c'était à la suite d'un avortement clandestin. Elle s'était, avec des aiguilles, à tricoter. Et donc, je n'avais pas, moi, jusqu'à là, la conscience de ce que les femmes souffraient dans leur sexualité. Comment il était possible que le plaisir d'être ensemble, de faire l'amour, de s'aimer, pouvait être comme ça détruit par des choses aussi horribles que ces avortements clandestins. Et c'était en 68, c'était avant, oui, au moment de mai 68, le pape avait décrété qu'on ne pouvait pas prendre la pilule. De quoi il se mêlait, quoi, hein? On ne pouvait pas prendre la pilule, on ne pouvait pas avoir de contraception, on ne pouvait pas avorter, alors que les femmes, la contraception des femmes, c'était l'avortement. C'était l'avortement. Et certaines ont perdu la vie, quoi. Donc, nous sommes venus vivre à la Louvière, à Morlan, oui, à la Estre. Et là, j'ai entendu, je travaillais chez Accor City à ce moment-là, j'ai entendu une émission de Liège où on parlait de féministes anversoises qui avaient envahi une banque ou la société d'assurance et qui réclamaient pour elles le droit au cancer du poumon, puisque les hommes pouvaient fumer, les femmes ne pouvaient pas fumer, les hommes avaient 30% de salaire en plus que les femmes. Donc on voulait, en même temps que le cancer, on réclamait le salaire égal aussi. Donc j'ai trouvé ça... Oui. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai trouvé ça magnifique et je me suis dit, enfin du politique et de la rigolade, quoi. Hein? Bon, moi je fonce, je téléphone à la radio, je demande, on me passe le numéro de téléphone de Chantal, je lui téléphone, oh chouette, eh bien oui, on va savoir. Et 15 jours après, Chantal me téléphone en disant, j'ai dit qu'il y avait des maris mineurs à la Louvière,
Et donc tu viens avec moi à une émission dans 3 semaines. J'ai dit, on n'existe pas. Mais il dit, ben, dépêche-toi, il existait. Et donc je travaillais chez Cora City, je rassemble les gens avec qui je m'entendais bien, notamment Odette Arvan. Et donc on a fait un groupe de une dizaine de personnes et on est allé chauler autour de Kéramis, autour des verreries, des gobletteries qu'il y avait encore, à travail égal, salaire égal, et femmes libres aussi. Ça, c'était grave. Et puis, on a donc distribué des papiers dans les usines avec un questionnaire. Est-ce que vous croyez que les femmes doivent gagner plus? Tout un questionnaire. Et dans ces usines, des femmes redistribuaient le questionnaire à l'intérieur et nous le rendaient. Et donc elles sont devenues des correspondantes pour nous. Et comme militantes. Oui, elles n'étaient pas vraiment des militantes, non. Mais quand il y avait quelque chose qui se passait chez elles téléphonaient, elles disaient « Est-ce que vous pourriez venir? Il y a ça, il y a ça. » C'est elles qui décidaient ce qu'on mettait sur le tract ou ce qu'on disait à l'entrée des usines, mais elles étaient en dehors, elles ne risquaient pas Et c'est ce qui s'est passé un peu partout, y compris chez Kéramis. C'était quand même une des plus grosses entreprises. Il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient. Il y avait beaucoup de femmes, mais il y avait au moins la moitié de femmes. Hein, et des jeunes. Et les jeunes, souvent, étaient proches des revendications des femmes, parce que les jeunes étaient aussi sous-payés. Hein. Mais à 18 ans, tu étais encore mal payé, mais à 20 ans, tu avais un salaire de 10 à 15% plus au-dessus des femmes. Hein. Ça, très vite. Voilà. Et puis oui, il y a eu cette rencontre avec Maria Moreau et la défense de Maria Moreau à la créancerie. Mais c'est la défense de Maria Moreau qui n'a pas abouti à une victoire, malheureusement. Hein. C'est un symbole, y compris national, quoi. Hein. Il y a eu, quand elle a été renvoyée, il y a eu dans la région beaucoup de solidarité, y compris dans des usines où il n'y avait que des hommes, quoi. Hein. C'était une militante importante, quand même. Et elle ne se voulait pas féministe, elle l'était. Hein. Elle l'est devenue par la force des choses, quoi. Au départ, elle n'aimait pas du tout les maris mineurs, et puis après ça, ça l'arrangeait bien quand on intervenait, évidemment. C'était important. Et quelle a été la spécificité du féminisme en milieu ouvrier? Par rapport au féminisme tout court. Oui. Mais c'est qu'on n'avait pas de temps à perdre avec des réunions qui ne servaient à rien. C'est-à-dire que si on faisait une réunion, ça devait être soit qu'il y avait un problème dans un quartier et il fallait le résoudre. La réunion n'était pas là pour dire ce que ça ne va pas, on disait comment est-ce qu'on réagit. Dans les entreprises, pareil, on ne sait pas faire des réunions jusqu'à 10h du soir pour discuter du féminisme à la Beauvoir enfin, tout ça n'était pas... On ne parlait pas assez pour moi, si on peut dire. Heureusement que j'avais des amis à Bruxelles, il y avait les cahiers du Griffe où je pouvais un peu me ressourcer, parce que finalement, à certains moments, au Marie Mineur, c'était plus de l'assistanat social. De l'activisme aussi. De l'activisme, oui. D'abord l'activisme. Mais qui finalement, tu étais devant une usine depuis plusieurs mois, enfin tu venais de temps en temps, une fois par mois, où tu avais des contacts avec... Mais à un certain moment, tu avais une femme qui disait, il y a une copine qui est enceinte, est-ce que vous pouvez aider? Hein, parce que c'était clair que les maris mineurs aidaient les femmes qui défendaient le droit à l'avortement. Donc, il y avait... Sur le plan pratique, même. Tu parles sur le plan pratique. En les emmenant en Hollande ou des choses comme ça. On en a amenés en Hollande, mais on a surtout... Peers nous a aidés. Le médecin. Hein? Oui, cette femme à la campagne qui a été... C'est elle la première, quand elle m'a entendue à la radio,
Donc, le premier interview à la radio avec Chantal de Smet, le lendemain, j'avais un coup de téléphone de cette femme qui avait donc failli mourir d'un avortement et qui m'a dit « Jeanne, je suis nouveau dans le pétrin, est-ce que tu peux m'aider ?» Et j'ai téléphoné à Chantal qui m'a dit « Va voir Perse ». Et j'ai téléphoné à Perse qui m'a dit « Vous venez avec elle ». Et elle est restée 3 jours à l'hôpital, quoi. Parce que l'avortement ne se faisait pas dans les mêmes conditions que maintenant. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à aider pour l'avortement. Et avec Christiane Rigomont, on a décidé qu'on se mouillait toutes les deux. Et elle était enceinte. Et on distribuait des tracts sur l'avortement, quoi. Donc on ne pouvait pas nous traiter de salopes. Enfin, voilà. Mais qu'est-ce qu'elles sont devenues finalement ces victoires du passé aujourd'hui? Mais il y a de plus en plus d'historiennes qui s'intéressent à ce qui s'est passé et qui fouillent et qui trouvent des choses même que j'ai oubliées, enfin je ne sais pas. Les choses que je n'oublie pas, c'est celles que j'ai notées dans des carnets pour me souvenir. Mais sinon, on a fait tellement de choses qu'on ne peut pas, on ne sait pas, oui. On ne se souvient pas. Et quel regard tu portes aujourd'hui sur les combats qui sont similaires, qui sont menés? On peut penser à MeToo, mais on peut aussi reparler du droit à l'avortement, parce qu'il est quand même contesté de nouveau. Ben, et il sera toujours contesté, il faut faire attention, on va reculer si on ne prend pas garde. C'est le législateur qui... Enfin, c'est pas normal du tout, mais je pense que les jeunes sont bien au courant qu'il faut continuer le combat, je crois. Moi, j'aime beaucoup ce qui s'est passé avec MeToo. Certains disent que c'est exagéré. Je ne trouve pas que c'est exagéré. Il faut continuer, il faut continuer. C'est trop grave. Et cette femme qui est maintenant le procès, j'oublie son nom, mais c'est extraordinaire. Elle a un courage fou. Elle ouvre enfin cette porte pour dire qu'il y a une culture du viol. Il y a une culture du viol. Tu regardes n'importe quel film des années 30 à aujourd'hui, l'homme commence à vouloir l'embrasser, elle ne veut pas, et puis pouf, elle se pâme, quoi. C'est un peu ça. Et on en a marre, quoi. On en a marre. Voilà. Et je trouve que, bon, mais c'est plus à moi de faire ce combat. Je ne vais pas aller, moi, dire que je ne supporte pas le regard des hommes. Évidemment, à mon âge, c'est pas la même chose. Ce que je voulais dire, c'est très important. J'ai toujours été contente d'être une femme. J'ai jamais voulu être un homme. Et moi, je me suis toujours senti un peu féministe. Oui, et je trouve que Georges est un des rares hommes qui ne dit pas, quand il y a un homme qui est un salaud, qui ne dit pas « moi, je ne suis pas un salaud ». Il dit « je fais partie de ces salauds-là ». C'est ça. Et ça, je crois que ça, c'est un... Si tous les hommes pouvaient dire ça, tout changerait. C'est-à-dire que quand il y a eu des grosses manifestations de femmes, comme celle où Simone de Beauvoir est venue dans la plus grande manifestation que tu as organisée, les hommes n'étaient pas vraiment les bienvenus. Ils pouvaient venir, mais ils n'étaient pas tout à fait les bienvenus. Et moi, je n'y suis pas allé parce que je ne me sentais pas à ma place. Je trouvais que c'était les femmes qui devaient discuter entre elles, et que comme homme, je serais de la sorte qui n'a pas toujours été bien avec elles, tu vois. Je fais partie de ça. Je ne suis pas comme ça, j'ai toujours été féministe plutôt. Mais je fais quand même partie de cette engeance. Est-ce qu'il faut être une femme pour parler du féminisme? Non, pas du tout. Non, justement. Il faut que les hommes en parlent. Non. Mais il ne faut pas qu'ils en parlent comme les pères. Ils doivent en parler comme des compagnons. Et il ne faut pas prendre toute la place non plus. Ouais. Ce que les hommes ont tendance à faire. Et je trouve qu'ils étaient tous des gens extrêmement sympathiques d'abord. Ils faisaient tous une céramique que je trouvais intéressante sur le plan créatif, bien qu'ils soient les uns et les autres assez différents. Mais j'avais plaisir à les photographier. J'en connaissais quelques-uns déjà.
Hein, c'est venu ainsi. Je connaissais Aucharec, je connaissais Lampeco, je connaissais les de Brichy, je connaissais... j'en connaissais vraiment plusieurs. J'essayais de voir à quel point ils ressemblaient à leurs œuvres, à quel point ils ressemblaient à leurs ateliers. Leur personnalité. Leur personnalité, voilà. Hein, et bon, je finissais toujours par faire un portrait, mais le portrait n'était pas le point de départ pour moi. Hein, mais je le voulais aussi. Hein, mais les pièces m'intéressaient, la manière dont ils travaillaient, la manière dont il y avait des trucs sur le côté qu'ils n'aimaient plus peut-être. Simon Duchâtel, ça a été le cas, hein, il avait un potier chez lui, tu as su ça? Oui, oui. Oui, qui fabriquait pour lui des pots et des pots et des pots encore, il y en avait 1000 fois trop. Donc il finissait par faire un paquet de ces pots, de les aplatir tous ensemble et de cuire le tout, si tu veux. Et c'était vraiment... Ça, c'était Simon Duchâtel pour moi, tu vois. C'était un drôle de bonhomme, même, dans sa grande maison, un peu château. Mais bon, il avait un plaisir fou à ce qu'il faisait. Il ne faisait pas tout lui-même, mais il se servait de ce que l'autre avait fait pour faire l'œuvre finale. Mais alors, bon, il y a ce musée, on crée le musée voilà, finalement. Et si on a réussi à faire ce musée finalement, c'est un peu grâce à Jeanne aussi. Parce qu'à un certain moment, c'était la ville de Charleroi qui avait le projet en main. Tout à coup, la ville de Charleroi me dit « Non, on n'y arrivera pas. On n'aura pas les moyens, c'est pas possible. Et donc, je me retourne vers la communauté française. Je rencontre par hasard, dans un vernissage, Philippe Moreau, qui me dit « Ah ben oui, c'est une bonne idée, un musée de la photographie. Allez, la communauté va reprendre ça, hein, on va vous soutenir. » C'était encore à la galerie à ce moment-là, c'était pas encore le musée. Donc la galerie qui se trouvait rue UR-Chapelle à Charleroi. À même hauteur que le BPS 22, mais dans les petites rues de l'autre côté, en allant vers le Sporting de Charleroi. Tu vois, donc voilà. Et alors bon, on a commencé à se battre à ce moment-là pour exister, parce que la communauté, elle dit ça, le ministre dit ça, mais de là à le faire, de là à soutenir vraiment, de là à ce que... Bon, on a conservé le projet de Charleroi de le faire dans l'ancien Carmel. On avait d'autres idées, mais c'était le plus évident, si tu veux. Hein. Et là, il a fallu qu'on commence à jouer, à discuter avec, chercher les personnalités. Et Jeanne, qui avait travaillé un peu pour l'Europe, et donc qui avait un peu le... C'est-à-dire qu'avec Voyelle, j'avais eu des relations plus... Politiques, mais aussi j'avais un carnet d'adresses au niveau des journalistes, si tu veux. Donc on savait faire bouger les choses à partir de journalistes. J'avais appris en travaillant au service de presse de l'Europe comment on pouvait se servir des journalistes pour faire passer des idées. Hein. D'ailleurs, ils ne font plus que ça maintenant, ils passent des idées. Hein. Bon, on a dû se battre beaucoup quand même. À un certain moment, Philippe Moreau avait été ministre-président, il avait décidé ça. Quand on est arrivé plus loin, c'était Philippe Monfils c'était le MR. Et tout le cabinet MR de Philippe Monfils était contre l'idée de musée. Et heureusement qu'ils avaient leur réunion en face de ce qui allait être et qui a été le musée, dans le café d'en face. Et le gars du café d'en face est venu nous dire, attention, j'ai entendu qu'il discutait de ce que... Il y a eu des trucs formidables comme ça, et on a pu contourner les choses et arriver à ce que des gens, une galeriste de Liège et un autre copain, une copine d'un cabinet ministériel, arrivent à cerner le ministre. Et le ministre vient à un pré-vernissage qu'on a voulu faire avant que le musée ne soit ouvert vraiment. Hein, et le ministre est venu, le ministre lui-même, Philippe Monfils, et dit « Ah ben, là on continue, non c'est très bien ». Le ministre, contrairement à tout son cabinet. Il y a quand même des petites merveilles qui se passent parfois. Oui, mais on doit se battre et parfois on se dit est-ce que ça vaut la peine? Oui. Mais ça valait la peine. Bien sûr. Mais Jeanne a été très très efficace pour ça, hein, vraiment plus que moi, si tu veux.
C'est vrai. Je suis plus bagarreuse. Est-ce que le musée t'a vite mis en connexion avec le cosmos, je vais dire, européen, voire au-delà de la photographie? Est-ce que ça a été un lieu qui a tout de suite été identifié comme il est aujourd'hui? Oui. Très vite. En fait, il n'y en avait pas beaucoup en fait de musées. Il y en avait pas, vraiment pas beaucoup. Mais il y avait par exemple la Bibliothèque nationale de Paris, de France, pardon, à Paris. Hein. Et quand je suis allé en Arles depuis les années 70, aux rencontres de la photographie, et un de ceux qui étaient là, à regarder les portfolios comme je le faisais, était Jean-Claude Lemagny, de la Bibliothèque nationale. Ce qui fait que les rencontres avec celui-là et avec d'autres, quand on faisait un colloque entre personnes qui regardaient, qui avaient le projet de... On savait que j'avais le projet de musée, il n'était pas encore là, mais on savait que j'avais le projet. Et j'ai reçu des dons de gens qui y croyaient. Qui y croyaient, tu vois. Des dons de photographes. L'argent n'était pas encore aussi important dans la photographie qu'il l'est maintenant, tu vois. Mais donc, le contact avec des gens comme ça, a été très très bien avec celui du Canada, celui un Allemand, un Anglais, un Américain, bon voilà. Mais ce qui est intéressant pour le musée de la photographie, enfin ce qui a été intéressant pour la création du musée de la photographie, c'est que Georges étant photographe, il savait de quoi il parlait, quoi. Ah oui. Et donc il a eu très vite une sorte d'aura dans le milieu de la photographie. Et bon, il a été... Il y a un prix international de photographie. Il a été le troisième. Le premier prix, ça a été Gerstein, je crois. Gerstein, oui. Le deuxième, ça a été Jean-Claude Lemagny. Et la troisième année, c'est toi qui l'as eu, quoi. Donc, si tu veux, il y avait un Américain, un Français, et puis un Belge. Tu imagines notre petit musée, enfin. À l'époque, oui, c'est vrai. Il n'était pas encore. On était en plein travaux d'ailleurs. Et donc on a joué là-dessus, on a fait savoir quand même. C'était. Ben, le journalisme encore une fois aussi là, qui a bien joué. Hein. Oui, mais donc c'était. Il a eu. Enfin, on a été très vite. Le musée a été très vite honoré, si je peux dire. On l'a très vite reconnu comme quelque chose d'important. Et toute cette collection historique du musée, elle vient d'où? J'ai commencé bien avant que le musée ne s'ouvre. Bien avant. À partir de 76. Quoi? À partir de 76. C'est ça, oui. À rechercher et à trouver des choses qui n'étaient pas encore à des prix fous, quoi. Avec le petit subside que la communauté française à un certain moment nous a donné, ça a permis d'avancer. J'allais chez un brocanteur, c'est quoi ça? Oh, ça c'est des vieilles photos, etc. Je reconnaissais que c'était de Bonfils, un photographe français installé au Liban, au moment où les gens faisaient leur grand tour, tu vois. Et puis, je prends toute la boîte. Là, ça fait pas cher. Quand on ouvre toutes les photos qui étaient roulées, quand on les a ouvertes, c'était formidable. Et des images comme ça, plus... Un gars que je rencontre à Paris, on va à une foire à la photographie, on est dans un restaurant en train de manger, et un gars à table à côté qui dit « Vous êtes belge ?» Ben oui. Et vous parlez de photographe, vous êtes dans la photographie? Mais nous allons à la... Ah ben écoutez, alors je peux vous vendre tout de suite. Moi j'ai une photo qui n'intéressera personne à la foire où je vais, parce que ça concerne la Belgique, mais des photos de Vierlans, j'en ai, et pouf, je vais la chercher, elle est à mon hôtel à côté, et on la vend comme ça pour 2 fois rien. Oui. On a eu de la chance. Et alors des collectionneurs qui ont tout de suite cru au projet et qui ont donné toutes leurs petites collections, ou toutes leurs grosses collections, ou mis en dépôt la grosse collection. Donc voilà, c'est une sacrée saga quand même, ce musée aussi. Hein. C'était pas évident. Pas évident. Mais c'est une belle collection quand même. On a... En nombre, et on ne compte pas les boîtes de photographie d'amateurs, qui sont toujours pas triées, mais il y en a une qui s'intéresse fort à ça dans l'équipe maintenant et qui s'en sert vraiment. Il y a 100 000 photos au moins de collection. Quoi. Ah oui, j'imagine. Oui. Ça prend moins de place que de la céramique. Oui. À transporter, surtout. Oui, certains contemporains, c'est pas mal. Hein.
Oui, il y en a. On a dû faire une salle en plus, qui est en sous-sol, alors dans le nouveau bâtiment, pour les grands formats. Là, trop grand format pour certains. Oui, bien sûr. Inutilement parfois. Critique, là, toi. Bah, dis. Tu as fait des grands formats, toi aussi. J'en ai fait, c'est vrai.